Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous invite à prendre place. Alors, nous allons reprendre les travaux du Conseil municipal. On débute avec la période de questions du public. Et donc, vous vous rappelez qu'on ne distribue plus les versions papier, mais que tout est dans vos courriels. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, j'inviterai M. Laurent Morissette à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Morissette. Bonsoir, Madame la Présidente, et je dirais la nouvelle mariée. Félicitations d'ailleurs. Écoutez, c'est mon retour à l'été, suite à l'été en cette chambre. En fait, moi, nous avons eu une discussion avec Madame Goulet au début de l'été. Honnêtement, le réplique était assez satisfait de voir son niveau d'ouverture par rapport aux questions qui nous tarabuste depuis plusieurs années. Madame Goulet nous avait dit que d'ici les prochains mois, entre le mois de juillet et aujourd'hui, entre le mois de juin et aujourd'hui, pardon, on nous donnerait des nouvelles. Parce qu'elle était vraiment convaincue, puis elle voulait vraiment mettre tous les efforts possibles suite à avoir rencontré des gens, ses collègues, pour évaluer la situation. Elle allait nous revenir. Malheureusement, pour des dossiers comme les terrasses, nous n'avons pas eu de nouvelles. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est actuellement. Merci. Merci pour votre question, M. Morissette. Madame Goulet. Oui, allez-y. Oui. Ça va? Oui. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Morissette, pour votre question. Effectivement, on avait traité d'un ensemble de dossiers quand on s'est rencontrés. J'ai logé la demande d'avoir un portrait complet de la question des permis de terrasse au service de la diversité et de l'inclusion sociale. Ça doit suivre son cours, mais je vous donnerai des nouvelles très bientôt, dès que j'en aurai. C'était avant l'été, maintenant on est juste au retour de l'été. Il faut nous laisser le temps de travailler. Cependant, soyez absolument assurés de ma volonté très ferme d'aller de l'avant dans le dossier de l'accessibilité universelle. Quand je vous ai dit que sur cette question-là, on avait des façons de fonctionner, la Ville fait beaucoup en accessibilité universelle, mais que pour certaines manières de travailler, on avait probablement atteint des limites et qu'il fallait revoir nos façons de faire, notamment avec les partenaires experts en accessibilité universelle, et même lancer un chantier sur cette question-là. J'y travaille ardemment, j'ai reçu une proposition des services et c'est certain que vous allez avoir une réponse à cette question-là très bientôt et être appelés à participer pleinement à ce grand chantier. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. Monsieur Morissette. Oui. Donc, je suis très content de constater encore une fois votre hardiesse, Mme Goulet. Donc, je fais un petit point là-dessus. Vous nous aviez dit aussi que vous attendiez un mandat ferme de Mme la mairesse pour vous attaquer de front à la question de l'accessibilité universelle et des droits des personnes handicapées. Qu'en est-il de ce mandat qui, je pense, ne vous a pas encore été fermement confié, si je dirais, si ma mémoire de notre conversation est bonne? Merci, M. Morissette. Mme Goulet. Il m'a été confié, et puis le chantier dont je vous parle, mais c'est exactement ça dont on parle actuellement. Alors, on est en train de faire cheminer les processus, la proposition au sein des services, des autres instances de la Ville. Et comme je vous ai dit, vous allez en avoir des nouvelles très, très bientôt. Mais il faut nous laisser un petit peu de temps pour travailler. Merci. Parfait, merci. Merci, Mme Goulet. Merci, M. Morissette, pour vos questions.
Alors, j'invite maintenant Mme Linda Gauthier à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, Madame la Présidente. Bonsoir. Vous êtes radieuse, vous étiez magnifique. On vous écoute. Alors, je vais faire du pouce sur ce que mon collègue disait. Je trouve ça plate un petit peu que ça tombe sur quelqu'un qui est fort sympathique, mais on veut vous laisser le temps, Madame Goulet, par rapport aux terrasses. C'est parce que ça fait comme 8 ans qu'on attend, puis on a perdu beaucoup de saisons. Fait que moi, je suis désolée de vous dire que je vais vous lire ce que j'ai à vous lire. J'ai des documents à vous remettre. Ensuite, alors, le RAPLIC est un organisme voué à la défense et promotion des droits des personnes en situation de handicap visant l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard. Nous avons été saisis de plusieurs plaintes à l'effet que des cafés-terrasses et contre-terrasses de votre arrondissement, et j'en ai 4, Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Sud-Ouest, Verdun, n'offrent pas l'accessibilité universelle qu'elles devraient en vertu d'un règlement et cadre normatif et contreviennent ainsi à plusieurs articles de la Charte des droits et libertés de la personne. Que ce soit à l'accès à la terrasse en tant que telle qui est compromis ou par le fait que le mobilier ne permet pas à une personne en situation de handicap de s'attabler convenablement, n'en demeure pas moins que bien qu'il incombe une responsabilité certaine au tenancier, la Ville de Montréal, sous compétence d'arrondissement, est celle qui délivre les permis d'occupation et de ce fait, cautionne la discrimination fondée sur le handicap. Nous vous mettons donc en demeure de vous engager par écrit à interpeller les tenanciers fautifs de la saison 2020 et d'ici le 31 décembre 2019 de refaire le cadre Et en normatif conclusion. Et d'amender le règlement afin qu'il cadre avec ce qui précède. Merci, Alors, Mme Gauthier. Je remets les 4 enveloppes. J'ai besoin de 4 accusés de réception. Je remets ça. Oui, à votre gauche. Monsieur Limoges? Malheureusement, Madame la Présidente, à partir du moment où il y a mise en demeure, il n'y aura plus de discussion ici. Malheureusement, ça va se passer à un autre niveau. Alors, on en prend acte, on va les étudier, mais il n'y aura pas de réponse sur le terrain à une mise en demeure. Parfait. Alors, les documents sont déposés. Bonne soirée, Madame la Présidente. Bonne fin de soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. J'invite maintenant Mme Alison Hackney à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, Mme Hackney. Bonsoir, Madame Wong. Bonsoir. Alors, je suis représentante de Sauvons Lance-Alarme et ma question s'adresse à Madame Plante. Veuillez recevoir avec votre administration nos félicitations, nos remerciements, ainsi que celle d'une quarantaine de groupes citoyens environnementalistes qui ont apposé leur logo sur une gigantesque carte postale que j'ai apportée ici, mais malheureusement n'est pas été permis d'apporter ici pour vous le montrer, mais vous le verrez plus tard. Et j'ai une question. Ma question, c'est tous ces groupes, toutes ces personnes qui ont travaillé si fort pour la réalisation de la conservation de ces aires naturelles précieuses, nous voulons savoir comment nous pouvons avoir des nouvelles de façon serrée, régulière et très près des progrès, des défis. Nous savons qu'il y a des audiences publiques qui s'en viennent, mais d'ici là, c'est encore loin et pour bien agir, pour aider Et en conclusion, la Ville de Montréal à réussir son projet, nous voulons savoir comment nous pouvons avoir des nouvelles pertinentes. merci pour votre question. Merci. Madame la mairesse? Oui, bonjour, Madame
Hackney. Donc, merci d'être là ce soir et je vous fais bien de mentionner tous les groupes, dont le vôtre, tous les groupes qui ont fait un travail incroyable au fil des années. Vous n'avez jamais lâché. Vous avez toujours gardé espoir. Moi, je pense que des groupes comme les vôtres étaient d'une certaine façon précurseurs. Puis, il y a peut-être 5 ou même 10 ans, on n'était même pas rendu là. Maintenant, il y a une conscience sociale qui fait que la population, moi, je me rappelle du jour de l'annonce, les gens étaient extatiques, ils étaient tellement heureux. Et vous l'aviez déjà vu. Et ensuite, le rôle de l'administration, c'est de saisir l'air du temps et de pouvoir aller plus loin, de poser des gestes forts qui vont dire on ne retournera pas en arrière. Ça suffit la façon de faire du développement du territoire sans prendre en considération ce qu'il y a sur place. Et moi, je dis toujours l'exemple, puis je pense que vous allez tout de suite comprendre, mais quand partout à travers l'île de Montréal, quand je veux faire des terrains verts, parce que c'est ça qu'il faut, il faut du vert. Quand on veut faire des terrains verts, souvent je suis obligée d'acheter un terrain à fort prix. Je dois enlever l'asphalte ou tout ce qui était là-bas. Je dois le décontaminer en plus pour créer du vert. Alors, quelle aberration ça aurait été de prendre les derniers espaces verts de l'île de Montréal qui sont propres, qui ne sont pas contaminés, et de bâtir dessus ou de ne pas s'en occuper. Alors, je vous remercie de nous avoir guidés dans ce parcours-là, de nous avoir aidés à prendre les bonnes décisions. Je suis très fière de mon administration, et en conclusion, mais je suis très fière de vous. Et je vais vous assurer qu'on va créer une façon, peut-être un fil de communication, parce que des fois, les militants travaillent fort, puis une fois que le projet prend son envol, on ne vous parle plus, on va continuer à se parler. On prendra les groupes ou la façon de le faire, mais on va communiquer avec vous, c'est promis. Merci, Madame la mairesse. Est-ce que vous avez... Oh, merci beaucoup, Madame Hackney. Bonne soirée. Alors, j'invite maintenant M. Marc Poulain à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Poulain. Bonsoir, Madame la Présidente. Attendu que la pétition pour une consultation citoyenne en vertu du droit d'initiative sur le projet de stationnement à Outremont a déjà reçu plus que le double des signatures requises, compte tenu de l'engagement de Projet Montréal de favoriser l'implication citoyenne dans la prise de décision, compte tenu du désir de l'administration de gérer efficacement les fonds publics, il est demandé à l'arrondissement d'Outremont de surseoir à l'appel d'offres pour l'installation des panneaux de signalisation, le temps que les conclusions du rapport de la dite consultation publique soient rendues publiques. Monsieur Tomlinson, allez-vous accéder à cette demande? Merci, M. Poulain. M. Tomlinson, à vous la parole. Merci, M. Poulain, d'encore une fois de vous déplacer. C'est très important que vous preniez le temps. Évidemment, concernant le droit d'initiative citoyenne, nous sommes extrêmement favorables à ce que ça se passe. J'ai bien hâte que ça soit déposé parce que pour avoir passé notre été à sillonner les rues, à jaser avec tous les citoyens, les résidents, à répondre à des questions, à répondre à des appels, à organiser des rencontres. On a fait une session d'information, on a eu plusieurs conseils d'arrondissement sur le dossier des projets de transition écologique qui passent par une refonte du stationnement à Outremont. On a vu qu'il y a quand même des gens qui ont plusieurs questions, bien que la très grande majorité des gens sont favorables sur le fond au projet. Il reste quand même beaucoup de gens qui ont des questions, qui veulent avoir des réponses sur des détails, et on est tout à fait ouvert à répondre. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis qu'on a annoncé le projet au mois de mai. Donc, on est tout à fait ouvert à faire ça. Nous reconnaissons le fait que les gens se sont mobilisés. Nous l'acceptons. On a bien hâte. On va y participer avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on a été proactifs sur la question en attendant que le projet d'initiative citoyenne soit déposé. Les salles sont réservées, les dates sont réservées, les employés sont mobilisés. On attend juste que pour partir sur ce dossier-là. En conclusion? En conclusion, écoutez, vous savez, je vous rappelle pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'on a besoin de mettre devant des projets de transition écologique à Outremont, et ces projets-là doivent être financés. Et en même temps, on a fait un projet qui met les résidents en premier, puis c'est ça qu'on va continuer à faire dans ce dossier-là. Merci beaucoup, M. Tomlinson. M. Poulain, avez-vous une deuxième question? Oui, en fait, donc dans ce contexte-là, et compte tenu de votre empressement à écouter les conclusions de cette consultation publique, êtes-vous prêt donc à surseoir
la mise en application de l'appel d'offres pour le changement des panneaux, le temps d'avoir cette consultation publique que vous désirez tant avoir vous aussi? Merci, M. Poulain. M. Tomlinson? Non, nous allons poursuivre, M. Poulain, pour la simple et bonne raison que on doit avancer. On veut absolument que ça soit mis en place avant la neige et avant aussi l'arrivée des 3000 étudiants qui vont arriver à Outremont dans le cadre du campus 1000 de l'Université de Montréal, malgré le fait que nous reconnaissons que ce campus-là a la volonté d'être, de favoriser la mobilité autre que la voiture en solo. La réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont venir dans nos rues et on doit absolument réserver ces espaces-là pour les résidents. Donc, on va poursuivre, mais nous allons participer à la consultation avec grand plaisir et si on est capable de bonifier le projet, on va le faire avec grand plaisir aussi. Merci, M. Tomlinson. Merci, M. Poulain, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Gilbert Boer à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Boer. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Messieurs, Dames du Conseil. Mon intervention ce soir s'adresse à M. Croteau. Le dernier conseil municipal du 16 juin 2019, j'ai déposé un document. Je n'avais pas dit de quoi il s'agissait, mais je vais en parler ce soir. C'est un document concernant la nouvelle technologie de télécommunication, le 5G. C'est un document qui met en garde sur le déploiement de cette nouvelle technologie qui est 10 fois plus puissante que la technologie précédente. Là. Alors, on sait maintenant que les abeilles sont affectées par la pollution électromagnétique, ça les désoriente, elles n'arrivent plus à retrouver les ruches et puis elles meurent. Alors, le 5G, qui est 10 fois plus puissant, ce serait le coup de grâce aux abeilles et puis les oiseaux, tout ce qui est vivant, quoi. Toute la faune aviaire, la faune, toute la faune, l'humain, toute la vie en général. Alors, c'est un document que j'ai déposé qui met en garde contre ça et dont je suggère un moratoire de façon indéterminée, un moratoire indéterminé pour l'application, la mise en application de cette nouvelle technologie, le déploiement de cette nouvelle technologie 5G. Alors, mon document s'intitulait « Disparition des abeilles, pollution électromagnétique, une piste sous-estimée ». Est-ce que M. Croteau va prendre connaissance de ce document-là? Merci pour votre question. M. Croteau, à vous la parole. La réponse peut être très courte. Oui, j'ai pris connaissance du document. Je vais simplement spécifier des éléments importants à votre question. Vous savez que les technologies de télécommunication sont de juridiction fédérale, donc tout moratoire potentiel sur le déploiement de la technologie 5G relève du gouvernement fédéral. Donc, je vous invite fortement pour vos revendications à communiquer avec le gouvernement canadien pour faire valoir votre point de vue. De notre côté, ce que nous avons décidé de faire comme municipalité, c'est d'être responsable, étant donné que le déploiement et l'autorisation du déploiement ne relèvent pas des municipalités, mais bien du gouvernement fédéral. Nous avons voulu travailler en partenariat avec les entreprises et les directions de santé publique pour nous assurer de favoriser un déploiement potentiel qui serait favorable aux prérogatives de la Ville, mais surtout de tenir compte de l'environnement de Montréal et aussi de développer un partenariat et de permettre justement de rassurer la population et d'être responsable comme municipalité. Et nous allons travailler en collaboration naturellement avec les autres instances pour nous assurer que tout est fait de façon conforme. Mais je tiens à vous rassurer aussi d'un élément, nous allons respecter également les recommandations à ces effets des différentes directions de santé publique pour nous assurer que la population soit bien protégée. Merci, M. Croteau. Parce que là, ça prendrait un moratoire par principe de précaution. Ça existe encore le principe de précaution. Je pense que le principe de précaution devrait être utilisé dans ce cas-là. C'est quand même une technologie qui est 10 fois plus puissante que la précédente. Merci pour votre question. M. Croteau. Je vais deux petits éléments rapidement. Je le rappelle, il y a simplement le gouvernement fédéral qui peut adopter un moratoire sur le déploiement du 5G. Une municipalité n'a aucun pouvoir à cet effet. Je vous invite donc à communiquer avec le ministre fédéral responsable des télécommunications afin de faire valoir votre point de vue. De notre côté, nous allons travailler en collaboration avec les différentes directions de santé publique canadiennes et québécoises pour bien protéger la population. Je ferai peut-être une petite correction à vos éléments. Par contre, oui, c'est une technologie qui est plus puissante, mais qui fonctionne par ondes courtes et dont le rayonnement n'est pas le même que les ondes longues actuellement déployées, ce qui veut dire que
l'onde cellulaire ne sera pas déployée dans l'ensemble de l'environnement, mais uniquement de façon spécifique sur le téléphone cellulaire. C'est une technologie qui est absolument différente et qui fonctionne de façon vraiment très précise et pour laquelle tous les téléphones ici dans la salle ne seraient pas compatibles, justement parce que c'est une technologie qui est complètement différente. Donc, je vous invite à aussi lire d'autres types de littérature qui ne disent pas nécessairement celle que vous avez entre les mains. Merci beaucoup. Merci, M. Croteau. Merci pour vos questions, M. Boer. Bonne soirée. Est-ce qu'on aura une autre question plus tard, si jamais il y a encore non, du temps? mais demain matin, si vous êtes disponible. OK, très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. J'invite maintenant M. Lucien Pigeon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, M. Pigeon. Bonsoir, les membres du Conseil. Et bonsoir, mon maire de Mercier-Maisonneuve et tous les autres que je n'ai pas mentionnés. Une minute et demie, c'est pas long. OK, quand même. Mais ici, je vais déposer 4 documents papier, mais il y a beaucoup de références à beaucoup d'autres documents digitales. Comme moi, je travaille très fort. Mais là, il y a un monsieur qui a fait un sondage qui démontre que la population est prête pour agir contre les politiciens disent on ne peut pas agir parce que la population n'est pas prête. Mais là, j'ai des preuves qu'elle est prête. OK, je peux-tu les déposer? Parce que c'est bien important, ces documents-là. Oui, vous pouvez les déposer à votre gauche. Merci. Peut-être Mme Lavigne, peut-être. Ah, si on peut aller jusqu'à la mairesse, Mme Valérie Plante, ça serait encore mieux. Regardez, pourquoi que les politiciens n'agissent pas? Okay? Nos dirigeants politiques nous ont trahis, nos politiciens nous ont trahis, nos médias nous ont trahis. C'est pour ça qu'on est rendu où qu'on est, là. Peut-être qu'il est même trop tard pour sauver. Il y a un effondrement climatique qui s'en vient, OK? Un chaos, je pense, de la rébellion. Et puis, probablement encore pire. Mais là, je vais aller à ma question. Nos dirigeants politiques, à tous les niveaux, ne cessent de répéter qu'il faut embarquer la population, mais n'ont pas la volonté de le faire, ayant peur des conséquences électorales. Pourtant, la classe politique n'a pas hésité d'embarquer la population pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Là, et votre question, M. Pigeon? Oui. Écoute, j'aimerais bien que Mme Plante se prononce un jour là, sur l'effondrement, le chaos climatique, parce qu'elle refuse toujours de répondre à ma question. Mais votre question, M. Pigeon? Oui, OK, 1 minute et demie, c'est pas long. C'est déjà passé. Où en sommes-nous avec les changements de comportement jugés nécessaires par le GIEC pour éviter le chaos climatique mondial? Merci pour votre question. Quand les dirigeants politiciens et médias cesseront-ils leur inaction criminelle et prendront-ils la plus importante décision de notre histoire pour éviter la rébellion et l'effondrement climatique? Merci, M. Pigeon. Alors, je donne la parole à Mme Lavigne-Lalonde. Ben non, je veux Mme Val. Mais je vais vous répondre. C'est Mme Lavigne-Lalonde qui va vous répondre. Je suis désolée, M. Pigeon, de vous décevoir. J'aurais aimé ça, faire autre chose que vous décevoir ce soir. J'espère que ma réponse va vous satisfaire un petit peu. Vous avez raison de dire qu'on dit souvent que la population n'est pas prête, mais je pense que notre administration, depuis notre arrivée, a démontré que nous, on était vraiment prêts et résolument engagés à prendre cette question-là à bras-le-corps et d'y travailler quotidiennement avec l'ensemble des services, pas juste avec ma nomination et mon service. L'ensemble des services de la Ville de Montréal travaillent dans ce sens-là aujourd'hui. Vous avez mentionné, vous avez fait des commentaires en dessous de ma belle publication de la délégation de plusieurs directrices de services de la Ville de Montréal. On est allé à Minneapolis suivre la formation donnée par Al Gore, 3 jours de formation, pour s'assurer qu'on aille tous dans la même direction, qu'on parle tous le même langage et qu'on soit tous outillés pour répondre à cette crise importante-là, la plus grande crise de notre histoire. Mais comme je le disais, notre administration est résolument engagée à travailler sur cette cause-là jour et nuit. Je vous garantis qu'on reçoit des messages même la nuit. Et on le voit dans plein d'annonces qu'on a fait récemment. Il y a une autre citoyenne qui parlait du Grand Parc de l'Ouest. C'est un geste concret. On va voter enfin les contrats pour le traitement des matières organiques. On peut penser à zéro déchet, on peut penser à la politique qu'on va avoir sur le plastique à usage unique. On pose énormément d'actions au quotidien dans ce sens-là. Et les citoyens nous disent merci. Ils sont là pour nous dire merci. Et en conclusion, je voulais juste dire qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir un discours négatif. C'est une crise
majeur, mais je pense qu'on est capable de faire rêver les Montréalais et Montréalaises d'une ville future, d'une société plus verte, plus intéressante dans laquelle on peut vivre. Et c'est ça qu'on veut faire comme administration, faire rêver les Montréalais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci, Mme Lalonde. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, remercie beaucoup pour... on va se rencontrer, hein? Tu promets? OK, merci beaucoup. Tu dois une... Oui, vous avez droit à une deuxième question. Je vais juste dire que j'ai oublié de mentionner mon sujet aujourd'hui. C'était bien important, puis je l'ai oublié. Regardez. Mon sujet a été l'urgence climatique, une vérité qui dérange, mais qui n'a pas changé notre comportement. Moi, je vois aucun changement du comportement. Comment on va faire pour changer le comportement de ces gens-là qui ne veulent pas qu'on leur enlève la sucette de la bouche? Merci pour votre question. Madame Lavigne-Lalonde? C'est drôle parce que j'ai été dans une conférence, il y avait des gens de plein de villes à travers le monde qui discutaient justement de comment on peut changer les choses. Puis la conférence qui a eu le plus de personnes à laquelle on est allé, c'était celle sur comment faire changer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, mais on y arrive, je pense, avec une administration qui est positive, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est une crise comme on n'en a jamais vécu, sauf que si on continue à toujours faire culpabiliser les gens, c'est difficile de les faire embarquer. Je pense qu'il faut leur montrer comment leurs actions au quotidien peuvent avoir un bénéfice, non seulement sur les générations futures, mais sur leur vie à eux. Prendre le vélo, marcher, c'est bon pour la santé, pas juste parce qu'on est plus actif, mais parce qu'on pollue moins pendant qu'on fait ça. Planter des arbres, faire du jardinage, manger bio, manger local, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la ville, c'est bon pour soi. Donc, il faut aussi avoir un discours positif, s'assurer que toutes les actions qu'on fait vont avoir un impact important sur les générations futures, un impact positif, s'assurer que, justement, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on est capable de nommer aussi l'impact que ça a sur l'environnement, l'impact que ça a sur la qualité de vie des gens. Et c'est avec des discours aussi positifs qu'on va réussir à s'assurer que les gens changent. On a décidé de travailler sur la question des plastiques à usage unique. On a relancé la question des sacs de plastique. Puis là, il y a une bannière qui a dit, ben nous, avant même que vous adoptiez votre règlement, on va les bannir, les sacs de plastique. En conclusion. Donc, en encourageant les gens, il y a des gens qui décident aussi de prendre du leadership puis d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on travaille. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon, pour vos questions. Merci tout le monde. Et puis, on va s'en parler plus tard. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon. Bonne soirée. J'invite M. Yenita à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Yenita. Bonjour, bonsoir. Ça va? Très bien. Bronzé, monsieur? On vous écoute. Aujourd'hui, je viens vous parler du drapeau. Et j'aimerais bien... Je vous supplie de ne pas m'interrompre parce que ce que je veux dire ce soir, c'est très important pour nous, chacun, surtout pour vous, en étant les personnes qui ont été soumises au serment dans leur nomination. Et le drapeau, il est très important. J'aimerais bien, Madame Plante, vous rappeler que le 30 janvier 2017, j'ai envoyé une lettre à votre prédécesseur, M. Coder, au président du Conseil de l'époque, M. Franz Benjamin, à la présidence du Conseil, au chef des partis, ainsi qu'à tous les élus de la Ville de Montréal, à vous aussi. Et cette lettre-là concernait la manifestation du 20 janvier 2017 devant le consulat américain lors de l'assermentation du président américain Donald Trump. Et à cette époque-là, ces gens, ils ont brûlé le drapeau américain. Mais il n'y a personne parmi les personnalités municipales, provinciales ou même le fédéral, il n'y a personne qui a agi, il n'y a personne qui a blâmé ce groupe de voyous. Et votre question, M. Yenita? Madame, je vous ai demandé pardon, je vous demande pardon, mais je vous ai demandé de ne pas m'interrompre parce qu'on recommence. Je vous interromps pas, parce je que demande, ça, c'est quoi une votre stratégie question de ne pas. Non, aux je vous élus? en prie là. Quand je parle des changements climatiques, vous allez me laisser parler. Je vous en prie. M. Pigeon a respecté son temps comme tous les autres, alors je vous demanderai de le faire également. Non, je ne m'adresse pas à M. Pigeon, je m'adresse à la question. Regardez, on perd le temps. Quelle est votre question ce soir pour les élus, M. Yenita? Madame, je vous ai supplié au début de me laisser parler. Je vous laisse parler maintenant. Non, vous ne me laissez pas, Quelle vous m'avez interrompu. Ça, c'est une histoire, une vieille histoire que vous continuez de le faire. Alors, je vous demande une dernière fois, quelle est votre question aux élus, M. Yenita? 2 ans plus tard, Madame Plante, je vous adresse de nouveau la même question.
Comment vous répondez à ce geste irresponsable et barbare? Quelle est votre position devant les gestes irréfléchis de ces manifestants qui, dans leur folie furieuse, ont brûlé le drapeau des États-Unis, de l'Amérique, un geste nocif pour la relation entre les deux pays? Merci pour votre question. Alors, Monsieur Limoges? Oui, bonjour, Madame la Présidente, Monsieur Yanita. Malheureusement, le champ de compétences de ce conseil municipal ne s'étend pas à la sermentation des présidents américains et ce qui s'y déroule. Nous sommes très, 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 très loin du conseil municipal de Montréal. Là. On est rendu sur des événements qui se passent à Washington. Le conseil municipal n'a pas juridiction à Washington. Merci. Merci, M. Limoges. M. Nuta, avez-vous une deuxième question? M. Limoges, comme toujours, là, vous détournez les questions. Vous me parlez que vous n'avez aucune juridiction aux États-Unis. Moi, je vous parle, c'était ici devant le consulat américain, là, c'était à Montréal. Et vous aviez accepté qu'il y a des voyous qui brûlent leurs drapeaux. Et là, il y a des milliards de dollars en échanges commerciaux. On a une frontière, on est des amis depuis une éternité. Et maintenant, vous acceptez ces voyous de faire ces gestes. Et vous dites que vous n'avez aucune juridiction. Si je m'attaque à un élu, je n'ai pas le droit. Mais brûler le drapeau d'un pays, ça va, là, c'est correct. De quoi vous parlez que vous n'avez pas la juridiction? Moi, je vous parle exactement de ces gens-là qui ont fait... Monsieur Nuta, je vais laisser M. Limoges vous répondre. Allez-y, M. Limoges. Monsieur Yanita, je comprends que vous faites référence. Moi, je pensais que vous parliez de la sermentation là, aux États-Unis. Vous parlez d'une manifestation qui a eu lieu à Montréal? Justement, je vous ai dit que c'était l'arme. C'était exactement le moment que Monsieur le président Yanita, on va laisser M. Limoges répondre. Non, mais il n'a pas bien compris. Oui, mais Monsieur Yanita, on va laisser M. Limoges vous répondre. Et répondra quoi s'il n'a pas compris, madame? J'ai bien compris, M. Yanita, mais je vais... Alors, ma réponse va encore vous décevoir, mais tu sais, pour l'instant, brûler un drapeau américain ne relève pas du code criminel au Canada. Là. Je ne sais pas quoi vous répondre. En fait, vous êtes toujours déçu de ma réponse parce que je ne sais aucunement quoi vous répondre parce que je ne comprends pas vraiment vos questions parce que ce ne sont pas vraiment des questions. Mais demain, je vais vous parler du drapeau canadien. On verra qu'est-ce que vous allez répondre pour le drapeau canadien. Merci, M. Limoges, pour vos réponses. Alors, M. Nuta, M. Limoges, vous avez aucune répondu à idée votre de quoi question. s'agit-il. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Sophie Danis à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Mme Danis. Bonsoir. Bonsoir à tous. On vous écoute. Alors, il est de la compréhension de l'Association du Parc canin d'Outremont, APCO, que depuis l'adoption du nouveau règlement sur l'encadrement des animaux domestiques, l'administration municipale souhaite adopter une nouvelle approche basée sur la sensibilisation, l'éducation et la formation pour améliorer la sécurité et limiter les risques de conflits impliquant des chiens. Le parc canin d'Outremont, de son côté, est le plus grand parc canin de Montréal, cité par des experts comme un exemple à suivre parce que, de par sa superficie, son aménagement naturel, durable et réfléchi, il répond à plusieurs besoins essentiels des chiens et de leurs maîtres. Ce parc n'en est pas un de proximité, mais bien un de destination. On y vient de loin pour profiter de ce service unique à Montréal. Pour le moment, nous notons que la Ville n'a fait aucune évaluation de l'achalandage du parc canin d'Outremont et des aires d'exercice canin des arrondissements voisins et donc ne possède aucune statistique pour évaluer les besoins réels et guider ses décisions dans le cadre du développement du Campus 1000 et des terrains avoisinants. Que diriez-vous de collaborer avec l'Association du Parc canin d'Outremont afin d'évaluer de façon adéquate les caractéristiques de ce parc unique, son impact sur la communauté et sur sa façon exemplaire de répondre aux besoins des chiens? Merci pour votre question. Monsieur Cadwell. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, il est. Oui, allez-y. Merci pour votre question. Est-ce qu'on est prêt à travailler avec l'Association du Parc canin d'Outremont, justement, à mieux planifier pour le futur parc canin qui remplacera l'existant? Absolument. Vous le savez, on l'a annoncé, ça a été annoncé dans les consultations de l'OCPM, on a eu la chance de le répéter à quelques fois. Effectivement, il faudra réaménager, déplacer le parc canin. Et les mois précédents,
à d'autres citoyens qui sont venus poser des questions, on a dit absolument, c'est la volonté de l'arrondissement. Monsieur le maire Tomlinson s'y est engagé, je m'y engage aussi, à ce qu'avec vous, on vous rencontre pour justement faire cette planification ensemble. Le parc ne sera pas le même, mais il y en aura un. Et faisons ensemble de ce projet de nouveau parc canin-là un projet qui va remplir l'ensemble des objectifs des citoyens ainsi que de la ville dans une saine cohabitation avec les chiens. Merci. Madame Davis, avez-vous une deuxième question? Oui, merci pour votre réponse. Mais si vous donniez la peine d'abord de faire l'évaluation complète de la situation avec nous, en premier lieu, et vous vous rendriez compte rapidement que le parc canin d'Outremont en est un exemplaire et qu'il existe plusieurs raisons de vouloir le conserver intact, dont celle de vouloir travailler le problème d'agressivité des chiens en amont. La demande de le conserver n'est pas un caprice, mais une nécessité, je crois, et nous le croyons tous, ceux qui fréquentent le parc. Alors, on se demande pourquoi il n'y aurait pas une collaboration un peu plus profonde avant de détruire quelque chose qui est considéré comme un joyau dans une communauté. Merci pour votre question. Monsieur Caldwell? Je comprends bien, vous dites, il y a là quelque chose de particulier, d'exemplaire, quelque chose à retenir d'expérience de ce parc canin-là. Je l'entends bien, mais ne nous faisons pas d'illusions. Ce projet de planification du campus 1000 Outremont, amorcé bien avant, depuis déjà quelques administrations, soumis à l'ECPM et à la planification d'ensemble, pour l'aménagement des terrains et pour des questions de sécurité routière, on doit procéder à des réaménagements. Et c'est ce qu'on fera, mais ça fait partie des défis des secteurs de planification, justement, de permettre des nouveaux aménagements tout en gardant l'essence des lieux, et c'est ce qu'on veut faire avec vous. Merci, M. Caldwell. Merci, Mme Davis, pour vos questions. D'accord, merci. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Louis Langevin à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Langevin. Bonsoir. Vous vous êtes donné une augmentation de salaire payée par les propriétaires. Vous trouvez cela honnête de vous octroyer une augmentation quand vous ne travaillez pas pour les propriétaires, quand vous leur chargez des intérêts, quand les propriétaires paient au mois? Merci, M. Langevin. M. Limoges? Monsieur Langevin, bonsoir. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire de voter. Il y a un ajustement pour retrouver un montant qui a été enlevé par une ponction fiscale du fédéral. C'est une compensation qui nous fait revenir au traitement de salaire que nous avions au moment de l'élection. C'est-à-dire que les gens qui se sont portés candidats à la dernière élection étaient candidats en se faisant dire que, comme conseillers, s'ils allaient être élus, ils allaient gagner un salaire X. Ce salaire-là a diminué en cours de mandat à cause d'une ponction fédérale. Et nous la compensons. Il n'y a pas d'augmentation. Pour le reste, sur votre opinion de notre travail ou non, je ne peux pas y répondre. Ça vous appartient. Merci, M. Limoges. M. Langevin, avez-vous une deuxième question? Est-ce que vous êtes honnête en forçant les propriétaires à acheter un détecteur de fumée scellé? Oh. Merci pour votre question. M. Limoges? Oh. Monsieur Langevin, pouvez-vous répéter la question? Est-ce que vous êtes honnête en forçant les propriétaires à acheter un détecteur de fumée scellé? Parce que présentement, il y a des détecteurs avec des piles 9 volts, puis vous voulez qu'ils échangent pour acheter des scellés avec une pile au lithium. Merci pour votre question. Madame Filato? Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, il y a eu un changement au niveau de la réglementation pour tous les bâtiments construits après 1985. C'est une question de sécurité pour la population. On a des pompiers, justement, des agents de prévention qui font de la prévention, du porte-à-porte pour s'assurer que tous et toutes sont en sécurité. Est-ce que je peux poser une question à la fin s'il y a du temps dans la période dans l'heure? Malheureusement, non, mais demain matin, si vous êtes disponible, il y a une deuxième période de questions. Merci. Merci. Bonne soirée. J'invite M. Christopher Latcher à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Latcher. Bonsoir. Good evening.
everyone. Madam Chair. Good evening. I would like to address my question to the Mayoress, Valerie Plante. Currently, Parks Canada has closed the bike path between approximately Viger and, sorry, I'll just check my notes here, and Dillard. A lot of people are taking St. Patrick Street. Now, the suggested bike route by Parks Canada takes 40 minutes to an hour to circumvent perhaps a 2-minute ride. Everyone is riding along St. Patrick. Would it be possible to look at maybe putting cones along the north especially, but both sides, about a meter in from the curb, as a harm or as a risk reduction, maybe a sign on each end saying share the road or something? Thank you for your question. Thank you. Oui, Monsieur Doré, à vous la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, effectivement, on a été interpellé aussi au conseil d'arrondissement du Sud-Ouest la semaine passée. C'est le territoire donc de Parcs Canada, mais on est dans l'arrondissement de La Salle, au Pont-Gouron. Le détour qui a été demandé par Parcs Canada n'a tout simplement aucun sens. Il ne se fait pas. Et d'ailleurs, j'étais là samedi pour le constater moi-même. J'ai pris des photos et je suis allé constater. Et ce qu'on voit, c'est que les gens ne font pas le détour. Ils empruntent une partie du canal tout près de la voie ferrée, ensuite un petit chemin de pierre, et en plus, par la suite, s'en vont dans la rue Saint-Patrick et partagent une voie avec les voitures et les voies réservées. Et quand il y a des rétrécissements de voies, c'est dangereux. Alors, il y avait des policiers, j'ai pu échanger avec des policiers aussi. Donc, de la même manière que je me suis engagé au conseil d'arrondissement à faire des démarches auprès de Parcs Canada pour leur offrir la collaboration de la Ville de Montréal pour régler ça, je voulais justement en parler avec ma collègue Manon Barbe, qui est mairesse de La Salle, qui doit certainement se faire interpeller, elle aussi, et qui était prête à répondre. Alors, peut-être qu'en complément de réponse, peut-être par la suite, en sous-question, peut-être que Manon Barbe voudra ajouter sur les démarches à La Salle, mais c'est de concert que les deux arrondissements vont demander que les choses changent, et on va travailler avec les gens du transport ici, de manière à baliser quelque chose, parce que le détour de 12 km, c'est un détour de 12 km pour éviter 500 mètres de piste cyclable. En conclusion. Merci, M. Doré. M. Latcher, avez-vous une deuxième question? Yeah, just a tiny thing. Was the city consulted at all before this was? No, okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Latcher. Have a good evening. J'invite Mme Céline Forget à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Mme Forget. Bonsoir. Donc, ma question va s'adresser à Philippe Tomlinson. Attendu que suite à l'adoption du nouveau plan de stationnement à Outremont, sans consultation publique, une pétition en vertu du droit d'initiative a atteint en moins de 2 semaines le nombre de signatures nécessaires pour forcer une consultation. Attendu que vous ne pouvez être juge et partie. Au nom de la démocratie, je demande que la consultation soit confiée à l'Office de consultation publique de Montréal afin d'avoir un processus le plus objectif et constructif possible. Merci pour votre question. Monsieur Tomlinson? Excusez-moi. Pas de problème, allez-y. Merci, Mme Forget. En fait, le plan de transition écologique qui passe par une refonte du stationnement à Outremont, c'est un projet spécifiquement pour Outremont. Ça met les résidents d'Outremont en premier lieu. Nous allons faire la consultation entre nous. Et j'ai bien hâte, comme je le disais tantôt, M. Poulain, que soit déposé tout le projet de droit d'initiative citoyenne pour qu'on puisse avancer et répondre le plus largement possible à toutes les questions, voire même comment nous allons pouvoir travailler pour élargir les paramètres de cette même consultation-là pour s'assurer qu'on réponde au plus de questions possibles. Mais nous allons faire ça à l'arrondissement. Merci. Mme Forget? Oui, ma deuxième question est adressée à Mme Plante. Compte tenu des relations tendues entre les citoyens et le maire Tomlinson, la marche imposante de protestation, les salles du conseil remplies à craquer, une plainte à la commission municipale du Québec contre le maire,
le fait de ne pouvoir être juge et partie. Êtes-vous d'accord avec le refus de Philippe Tomlinson de mandater l'Office de consultation publique? Merci. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. En fait, de ma compréhension et après avoir échangé également avec plusieurs citoyens, citoyennes de l'arrondissement d'Outremont, tout le monde, enfin, beaucoup de gens m'ont dit que le principe en tant que tel, ils le trouvent bon. De faire une meilleure gestion du stationnement sur leur territoire, surtout avec l'arrivée du campus, la façon dont ils veulent. On doit s'assurer que le stationnement est bien géré et en plus que ça réponde à des questions, des objectifs en lien avec la transition écologique. Les gens trouvent que c'est une bonne idée. Là où, clairement, l'arrondissement d'Outremont, et je les seconde là-dedans, ont pris conscience, c'est qu'il faut davantage l'expliquer. Puis il faut prendre note des préoccupations et des améliorations qui pourraient être portées au projet. Alors, le droit d'initiative, nous, on respecte ça entièrement. Et je suis très heureuse que M. Tomlinson, dans sa qualité de maire, ait choisi déjà d'avoir réservé les dates, réservé les salles pour pouvoir le faire. La consultation, le processus qui sera mis en place, pour moi, je suis convaincue que ça va très bien fonctionner. Et en conclusion? Et n'oublions pas que ce projet, après ma barre, dans sa mouture telle que présentée, et qui pourrait être bonifié avec la consultation, c'est sur une période d'une année, et les résultats pourront être évalués par la suite. Merci, Madame la mairesse. Merci pour vos questions, Madame Forget. Bonne soirée. J'invite Monsieur David Fletcher à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, Monsieur Fletcher. Good evening, Good evening. Madam Speaker and members of Council. I'd like to address my question to Mr. Perez. Mr. Perez, today, Monday, August the 19th, the Green Coalition, representing more than 60 grassroots groups from across the metropolitan region, respectfully seeks your help in your capacity as the leader of the official opposition as follows. The Green Coalition is calling upon the official opposition, Ensemble Montréal, and other independent councillors at Montreal City Hall to act in support and in unity with Mairesse Valérie Plante's initiative to create le plus grand parc urbain du Canada. The Grand Parc de l'Ouest is critical for the survival and restoration of Montreal's islands, sadly depleted biodiversity, as well as the resilience of our metropolis to combat climate change. Opposition members are respectfully requested to act in solidarity with the City Administration on this vital issue, as they did when the City of Montreal declared a state of emergency in the face of severe flooding this very year. Mr. Perez, Green Coalition members strongly urge that your official opposition support the creation of the Grand Parc de l'Ouest, our city's most important conservation initiative since the creation of Parc Montréal 150 years ago. And we trust you will give us a positive response. Thank you very much for your question. Mr. Perez. Hi, Mr. Fletcher. I think it's a little easier to be able to address you. First of all, thank you very much for coming this evening to solicit our support or our position on the issue. I'd also like to thank the Green Coalition for having sent me a letter this morning informing exactly of your intention to come. I think it's a testament to the way you conduct yourselves in organizations, and it's obviously a very professional way of doing it. We have always been a party that is wanting to encourage better development, to encourage more green space. As you know, as everyone here knows, the City of Montreal has obligations in virtue of the PMAD to reach a certain level of milieu naturel, 17%. We're a long way off from that, of doing that. We are ready to listen to the proposition that the mayor will present. She's announced her vision of it. She's announced a certain funding from the federal government of $50 million, but there's a lot of information missing. We look forward to hearing a comprehensive action plan, a comprehensive
business plan with further details to be able to get behind it 100%. Until then, we can't give the administration a blank check. We're ready to work with them if they're willing to share the information. And if that's done, well then, maybe we will support it. But until then, I'll have to reserve my right to do so. Thank you. Thank you very much. Mr. Fletcher, do you have a second question? Yes. In promoting the development, and according to the PMAD, we quite understand the norms that have to be reached. But we'd like to remind Councillor Perez that the number one item cited as the cause of decline of biodiversity on our planet is habitat destruction. It is not climate change. In fact, climate change on that front does not even come close. The absolute most destructive activity on the part of humans is residential development in urban areas and in peri-urban areas. It's cited as number one by authorities, no less than Edward O. Wilson, perhaps the father of biodiversity conservation on the planet at this point. And what would be your question? And my question is, and in addition to that, by the way, it has never been demonstrated to anyone's satisfaction that the putting in place of urban development on the periphery, in fact, brings in the necessary revenues to cover expenses 3 generations from now on the sustainable development, according to sustainable development criteria, at least 3 generations. And there is evidence that is, in fact, something that puts the city coffers in the hole by up to 40%. So my question to Mr. Perez is, will you please review the issues that I've just mentioned with your members of caucus, including looking at Strong Towns, the growth Ponzi? Thank you for your question. Will elaborate what I've said in order to confirm your position. Monsieur Perez, à vous la parole. Thank you, Mr. Fletcher. Absolutely. We'll always take as much information to be able to review, to study the matter. I also think that the administration has an obligation to be able to share as much information as it has. Because as you know, and as everybody knows, that as an elected official, we have to make the decision in the long term. We also have to make sure to take decisions that are responsible from many different factors. So is it $200 million, the price tag? Is it $500 million? Is it $1 billion? Well, maybe it is, maybe it isn't. So we look forward to hearing that kind of information. Also take into consideration other elements that you've raised, and we will always have a keen and open eye to do what's in the best interest of Montrealers as a whole. So our solidarity will not necessarily be with the administration, but it'll always be with Montrealers and Montreal. Thank you, Mr. Perez. Thank you, Mr. Fletcher, for your questions. Thank you very much, Council and Mr. Perez, for allowing me to come and address you today. Thank you. Have a good evening. J'invite maintenant M. Martin Dion à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Monsieur Dion. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, bonsoir. Ma question s'adresse à Monsieur Caldwell. Ma question est concernant les débarcadères sur la rue Souligny qui ont été supprimés. 3 sur 5 débarcadères qui ont été supprimés, en plus d'avoir situé un débarcadère en place d'une résidence de personnes âgées de l'autre côté de la rue. Puis vous savez, avant de faire ça, vous savez même pas combien de personnes utilisaient ces débarcadères en transport adapté. C'est des amis dans ces régions, dans ce coin-là. Pourquoi avez-vous supprimé ce débarcadère qui est si important pour l'inclusion des personnes en situation de handicap qui veulent utiliser ces débarcadères? C'est inacceptable. Et on ne comprend pas pourquoi vous ne consultez pas avant de faire ce genre de choses. Le rappeler que nous sommes très tannés de répéter au niveau de l'inaccessibilité. Ça doit être respecté. C'est pas un choix, c'est une obligation. Merci pour votre question.
Monsieur Lessard-Blais, à vous la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Dion. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup de votre implication dans la cause de l'accessibilité universelle. C'est une implication qui est sincère et dynamique et soutenue. L'accessibilité universelle est très importante pour notre administration. Les débarcadères n'ont pas été retirés, ne sont pas disparus. Ils ont été déplacés. On a gardé, en fait, le même nombre de métrages, voire encore plus long de métrages que les débarcadères précédemment. On convient que le déplacement des débarcadères les a ramenés un petit peu plus loin que de certains débarcadères qu'il y avait présentement. On a maintenant 2 débarcadères. Un premier débarcadère à une centaine de mètres de la bâtisse et un deuxième à 175 mètres de la bâtisse. On est déjà en communication avec l'Office municipal d'habitation de Montréal et les résidents de la résidence pour s'assurer que les besoins soient bien répondus. Présentement, ce bâtiment-là a du stationnement souterrain. Les usagers utilisent beaucoup le stationnement souterrain. On a des préoccupations, surtout au niveau des livraisons avec la pharmacie et la restauration. Mais je dois rappeler aussi que le réseau Express Vélo est en occupation présentement transitoire de la rue Souligny, ce qui veut dire qu'on va pouvoir revoir certains détails de l'aménagement pour s'assurer d'avoir une accessibilité universelle optimale. Merci beaucoup, M. Dion. Merci, M. Lessard-Blais. M. Dion, allez-y. Oui. Ma sous-question, que comptez-vous faire pour remettre les débarcadères tels qu'ils étaient? C'est ça qu'il faut. Ça doit être placé tel qu'il était. C'est trop, 175 mètres. Ils ne peuvent pas marcher ça, les personnes. En plus de l'hiver, que c'est vraiment déneigé. Fait que ça doit être remis. Que comptez-vous faire pour le remettre tel quel, anciennement? Merci pour votre question. Monsieur Lessard-Blais. Merci, Madame la Présidente. Il y a une lettre qui partait pas plus tard que cette semaine du bureau de l'arrondissement pour les résidents de la maison qui est touchée avec l'OMHM. On est en discussion avec l'OMHM. Il y a différents scénarios qui sont étudiés présentement. Donc, on est convaincu qu'on va pouvoir avoir une solution qui est acceptable pour tout le monde avant l'arrivée de l'hiver, assurément. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci, M. Dion. Bonne soirée à vous aussi. À vous aussi. Alors, cette question termine la période des questions du public. Nous allons reprendre avec l'ordre du jour de la séance ordinaire. Monsieur le leader de l'opposition, en fait, donc, nous étions rendus au point 30.03. Est-ce que je me trompe? 30.03, hein? Parfait. Alors, j'imagine que la liste des tours de parole, c'est celle qui était en place tout à l'heure? Super. Alors, Monsieur de Souza, je vous passe la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon intervention est faite sur 30.03. Je prends l'occasion de dire qu'à une première vue, le document devant nous et la carte devant nous reflètent dans un sens un effort fait, et je remercie Mme Giguère pour son écoute, parce qu'essentiellement, plusieurs des enjeux que nous avons identifiés pour rendre les divers secteurs de notre communauté plus accessibles au vélo, et je parle maintenant en portant le chapeau maire de Saint-Laurent, a été tenu compte. Donc, je vous avoue que quand je vois il y a déjà inclus dans le plan le volet d'Henri Bourassa vers le Technoparc, je pense que ça va offrir les gens une opportunité pour utiliser leur vélo pour y aller au travail. Quand je vois qu'à Cavendish Nord-Sud encore, il y a une possibilité pour, dans l'éventuelle construction, que cette partie pourrait être intégrée, je pense que ça reflète une possibilité pour la planification. Et quand je vois que dans un contexte inter-arrondissement, donc soit de la Chine, d'Orval, Ville-Mont-Royal, Côte-des-Neiges et Saint-Laurent, nous avons prévu une rêve sur la 520. Je vois encore une possibilité où on peut élargir l'offre de service au vélo pour que les gens puissent s'en servir de ça, d'y aller à
à leur travail et puis de retourner chez eux. Donc, je pense qu'il y a des éléments à une première vue que je constate qui sont intéressants. Je vous avoue qu'il y a certains éléments que je pose des questions. Puis, quand je me vois sur Saint-Denis, les opportunités, je prends Saint-Denis souvent, je suis inquiet sur comment ça va se réaliser parce que déjà, avec deux voies, ça c'est encore, il y aura un impact sur le trafic. Deuxièmement, je vois que les commerçants là-bas sont encore aussi affectés. Et j'aimerais bien que l'administration peut déposer devant nous ou au moins nous dire clairement quel est le plan de match et sur quelle base ils pourraient. C'est quoi le plan de match? Quels sont les changements? Quels sont les impacts pour les inclusions comme Saint-Denis? Je vois ceux qui sont dans mon secteur, je vois avec un œil favorable parce que je connais le terrain bien. Il y a d'autres endroits où je pose des questions. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. de Souza. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, évidemment, sur le 30.03, en continuation des commentaires de mon collègue, M. de Souza, la décision qu'on a à prendre aujourd'hui devant ce dossier est à savoir si on veut, oui ou non, rajouter 66 km au plan de transport. Donc, il y a déjà des axes, il y a déjà des rues qui sont intégrées, il y a déjà des avenues. Et là, suite à une décision, une proposition de l'administration, ils veulent en rajouter sur les 184 qu'ils veulent ajouter à travers leur proposition du REV, du REV. Il y a 118 qui sont déjà inclus. Il y a 66 qu'il faudrait rajouter. Et tout ça pour permettre éventuellement un financement à travers le conseil d'agglomération. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous, on aborde la décision, comme il est clairement indiqué dans le sommaire décisionnel. Alors, la question, à mes yeux, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'on veut, oui ou non, plus de pistes cyclables. Oui, à un certain niveau, ça le touche. Mais ce n'est pas qu'on est pour ou contre de façon absolue ou de façon catégorique. Si on se pose des questions sur certaines rues, c'est parce qu'il y a un manque d'informations à ce stade-ci. À ce stade-ci, pour nous, dans certains cas. Et on sait qu'à travers ce qui a été mentionné par différentes intervenants sur différentes rues, il y a des préoccupations citoyennes, des préoccupations de commerçants. Celle qui a fait le plus jaser depuis l'annonce, c'est évidemment Saint-Denis. Saint-Denis qui fait partie d'une de ces rues, de boulevards, qui doit être ajoutée, du moins une partie qui est déjà inclue, il y a une partie qui n'est pas inclue. Alors, dans un contexte, on dit ici, évidemment, on veut plus de mobilité, on veut plus d'opportunités, on veut encourager plus de monde. D'un autre côté, aujourd'hui également, il y a une annonce comme quoi on est préoccupé concernant les commerces vacants et on veut avoir une consultation publique sur cet enjeu-là. Également, de façon ponctuelle et très précise, il y a également un plan d'action complet pour la rue Saint-Denis qui a été annoncé aujourd'hui. D'un autre côté, l'administration veut prendre la décision d'inclure le REV sur Saint-Denis. On essaye de comprendre et comment on peut conjuguer ces différentes décisions carrément presque le même jour ou presque dans un très peu de temps. D'un côté, on dit qu'on est préoccupé par le commerce et les locaux vacants. D'un autre côté, on dit on veut un plan d'action complet pour la rue Saint-Denis. Et d'un autre côté, on a déjà décidé qu'on veut absolument le REV sur Saint-Denis, bien que ça peut avoir des impacts et sur les commerces vacants et les locaux vacants, et évidemment sur l'impact pour Saint-Denis. Et alors pour nous, c'est dans ce contexte-là qu'on voit cela. Et on trouve ça quand même un peu ironique à cet égard-là. Maintenant, on peut évidemment citer énormément d'études dans d'autres villes où il y a eu un bienfait dans certains cas, c'est vrai. Il faut s'assurer de bien comparer à différents niveaux, le climat, les distances, les autres opportunités, les autres modes de transport.
il y a tous ces facteurs-là. C'est trop simple de pouvoir dire, ben, ça a fonctionné dans une autre ville comme Barcelone, donc ça va fonctionner ici, sans prendre tous les autres éléments, à titre d'exemple. On trouve également intéressant, pour ne pas dire ironique, que dans un autre contexte, on dit qu'on veut avoir une nouvelle consultation sur les espaces locaux, donc évidemment commerciaux, mais pourtant, l'année passée, pas plus tard que l'année passée, l'administration avait présenté en grande pompe sa stratégie de développement économique sur 4 ans, sur 5 ans, où ils avaient effectivement annoncé qu'ils allaient pouvoir présenter 8 plans d'action, ce qui a été fait. À l'intérieur de ces plans d'action, il y a différentes informations qui ont été incluses, et puis lorsqu'on regarde la stratégie économique, la stratégie de développement économique, à l'intérieur de la stratégie, donc l'initiale, le mot artère commerciale apparaît une seule fois, ou dans un titre, dynamiser les artères commerciales. Éventuellement, il y a eu le plan d'action en commerce qui a été dévoilé. Et lorsqu'on voit exactement ici les différents plans d'action, on parle de différentes choses. On parle de chantier, de programmes d'artères en chantier, on parle à certains niveaux d'établir, déployer une stratégie de promotion, on parle de travailler avec les PME. On ne parle pas vraiment maintenant d'avoir une stratégie ou bien un plan ou bien poser des gestes concernant cela. Alors on vient, après avoir fait beaucoup de chemin sur une question de stratégie, de plan d'action, là on veut rajouter. Ça pense un peu ironique. Maintenant, le plan d'action complet sur Saint-Denis, qui est détaillé, qui a été énoncé aujourd'hui, qui a été présenté, vraiment c'est du recyclage. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été annoncées, il y a certaines qui ont été faites, il n'y a vraiment rien de nouveau. Mais la chose peut-être qui est plus révélateur, c'est que lorsqu'on prend le plan d'action qui a été présenté pour Saint-Denis, et lorsqu'on prend les demandes de la STC rue Saint-Denis qui a été présentée ce printemps, il n'y a aucune des 7 demandes qui a été incorporée. Pourquoi est-ce que je parle beaucoup sur Saint-Denis? Parce qu'évidemment, c'est une des décisions qu'on doit prendre aujourd'hui. Et pour nous, on voit cela comme étant une façon de voir, parce qu'on sait que Projet Montréal, que l'administration croit fervement dans le rêve. On le sait. Et ça leur appartient. On est prêt à reconnaître qu'il y a des éléments qui sont très intéressants et qui vont avancer les enjeux. Mais il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Et avant d'aller de l'avant et de changer le plan de transport, pour nous, on pense qu'il n'y a pas assez d'informations. C'est dans ce contexte-là, et j'ai pris Saint-Denis parce que c'est celle qui est le plus porteur, c'est lequel l'administration elle-même a émis beaucoup de commentaires et qui a pris des décisions, qui a annoncé des décisions aujourd'hui à cet égard-là. Alors d'un côté, on voit cela. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie d'un plan? Absolument. C'est tout à fait une perspective qu'on peut présenter. Est-ce qu'il y a des données à cet égard-là? Est-ce qu'il y a des études à cet égard-là? Non, pas du tout. Dans ce contexte-là, je vais présenter un amendement au sommaire décisionnel afin de retirer l'axe la Jeunesse-Berry-Saint-Denis de la modification proposée, appuyée par ma collègue Mme Karine Boivin-Roy. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le leader. Président, je peux vous annoncer immédiatement qu'il n'y a pas d'accord sur l'amendement et que nous... Oui, mais je peux vous annoncer tout de suite qu'il n'y a pas d'accord sur l'amendement. Il peut y avoir débat, il peut y avoir... Parfait. Absolument. Merci, Monsieur le leader. Donc, l'amendement est déposé. Il y a 2 personnes, Mme Giguère et M. Caldwell. De retirer. Sur l'amendement, Mme Giguère? Non? Laissez-moi juste, je vais vous revenir tout à l'heure. Monsieur Caldwell, est-ce que c'était sur l'amendement? Allez-y. Sur l'amendement, merci, Madame la Présidente. Une réponse très simple, mais que je crois assez efficace à cette demande d'amendement.
M. Pérez le sait, il l'a même dit, on fait ce changement à la carte du réseau pour pouvoir justement dégager des sommes via les règlements d'emprunt pour avoir une meilleure planification de l'axe. Donc, vous le savez, le dialogue avec la communauté, avec la SDC, avec l'arrondissement, avec les différentes personnes concernées va se poursuivre. Mais si on veut avancer, si on veut amener des réponses plus précises, justement, à certains des données que vous évoquez, si on veut pouvoir présenter à la population un portrait plus clair de l'aménagement proposé, bien, on doit aller de l'avant avec ce règlement d'emprunt-là. Et cette modification à la carte du réseau cyclable est donc fondamentale pour faire débloquer les prochaines étapes. Le débat pourra se poursuivre, mais comme l'a annoncé notre leader, nous serons contre cet amendement. Merci, M. Caldwell. M. Rotran, sur l'amendement. Madame la Présidente, quand j'ai fait mon intervention avant, j'ai mentionné Saint-Denis, donc je suis très attiré aux arguments mis de l'avance par M. Perez et j'appuie l'amendement. J'aimerais répliquer à M. Caldwell. Ça me semble qu'il met le chariot devant le bœuf, les cartes before the horse, avec son procédure. Il crée une dynamique où tout le pouvoir est à la ville. La ville change le plan de transport, la ville annonce où vont être les rêves, et puis la ville va par la suite déclencher un dialogue avec la population, avec les commerçants, autant que c'est impossible pour eux de vraiment arrêter un projet, une démarche qui a déjà commencé. Le processus qui doit être suivi est que la ville doit annoncer ses intentions en avance, faire une pré-consultation, récolter les commentaires, faire une étude de circulation dans chaque zone, rendre ça public, faire une consultation publique et par la suite changer le plan de transport. Effectivement, je suis surpris que M. Caldwell ne veut pas impliquer l'Office de consultation publique dans le dossier parce que c'est un dossier qui risque de diviser les Montréalais. J'ai posé une question avant, sans doute Mme Giguère va le répondre. Combien des stationnements vont être perdus sur Saint-Denis? Quoi va être l'impact sur la circulation dans ce secteur? Quoi va être l'impact sur les commerçants? Plus tôt aujourd'hui, une personne proche du projet Montréal a mis sur Twitter l'idée que le stationnement n'est pas important pour les zones commerciales et qu'effectivement, c'est un faux débat de dire que le taux de vacances élevé sur Saint-Denis et quelques autres rues dans le centre de Montréal, c'est à cause du fait que beaucoup de stationnements étaient retirés. On va avoir ce débat pendant la consultation que l'administration a convoquée, mais clairement, ce qu'on entend des commerçants, soit sur Saint-Denis ou ailleurs, c'est deux choses qui ressortent tout le temps. Les taxes sont élevées, ils ne sont pas concurrentiels parce que c'est difficile pour leurs clients à stationner. Les gens sont ouverts à un débat intelligent. Les gens ne sont pas pigés à une position, aucun changement. Mais c'est l'inverse qui arrive ici. L'administration propose de déborder tout, de retirer tout, effectivement, un fait accompli pour les commerçants. If you don't like it, move to Verdun. Oh, m'excuse, Verdun est maintenant partie de Montréal. Si vous n'aimez pas ça, allez à Longueuil. M'excuse, Madame la Présidente. Les contribuables des taxes, comme tout citoyen, ont le droit d'être consultés, d'avoir l'information. Si la Ville veut changer des attitudes et faire des avances, les gens doivent être partie pris de le processus. Et c'est l'inverse que vous faites ici. C'est pour ces raisons que l'amendement va minimalement améliorer la proposition. Je vais voter pour l'amendement, mais je ne donne pas garantie, même si l'amendement est adopté, que je vais voter pour l'article principal. Merci. Merci, M. Rotran. Madame Giguère, c'est sur l'amendement également. Allez-y. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Monsieur le chef de l'opposition parlait beaucoup d'ironie. À ce stade-ci, ce serait vraiment ironique de retirer le tronçon Saint-Denis-La Jeunesse de la carte du réseau projeté que l'on soumet aujourd'hui parce que, pas plus tard que ce matin, la Société de développement commercial de la rue Saint-Denis a émis un communiqué et était présente à l'annonce disant qu'elle appuyait avec enthousiasme le plan d'action de relance pour la rue Saint-Denis qu'on a dévoilé ce matin.
plans d'action dont fait partie le rêve. Donc, parce qu'on a consulté justement, parce qu'on a travaillé étroitement avec les gens de la SDC, on leur a fait la démonstration qu'une piste cyclable faisait partie d'un plan de relance global avec plusieurs autres mesures qui allaient les aider à attirer une nouvelle clientèle, à apaiser la rue, à la rendre plus agréable, plus humaine à quiconque s'y rend par toutes sortes de moyens de transport et pas uniquement en voiture. Cela dit, les plans qui sont actuellement à l'étude et proposés pour le tronçon Saint-Denis conservent le stationnement. Donc cet enjeu-là ne fait pas partie des problèmes à prévoir. Et pour ce qui est des autres tronçons, effectivement, il manque peut-être d'informations dans le plan, mais c'est pas fait pour ça. M. Caldwell l'a dit. Ce qu'on met de l'avant, c'est un réseau projeté qui nous permet de lancer des études pour justement avoir des données et travailler après à prendre des bonnes décisions à partir des études qu'on aura pu faire une fois que le réseau figure à la carte du réseau projeté vélo. Donc, pour Saint-Denis, l'accueil est bon, l'accueil est favorable. Il y a effectivement certaines personnes qui en doutent encore, mais ce n'est pas le cas de l'association commerçante qui, elle, adhère vraiment au principe d'avoir des pistes cyclables devant ses commerces. Et je pourrais dire encore beaucoup de choses pour répondre à ce qui a été dit, mais je vais m'en tenir à ça pour l'instant puisqu'on débat de cet amendement. Et je rappellerai aussi qu'il n'y a pas que la portion Plateau-Mont-Royal de Saint-Denis dans le tronçon dont vous parlez. On part de Gouin, on va au moins jusqu'à Chérier, voire Maisonneuve. Il y a beaucoup de gens dans Annecy, Quartier-Ville, dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, qui attendent ce réseau-là, cette nouvelle piste cyclable-là. C'est des quartiers qui ont besoin d'un bon réseau cyclable et ça, on est tous d'accord sur ce principe-là, je pense. Merci. Merci beaucoup, Mme Giguère. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur l'amendement. Pardon, pouvez-vous répondre? Droit de réplique oui, sur l'amendement. Allez-y. Donc, merci pour les commentaires, les différents commentaires, Mme Giguère, M. Caldwell, M. Rotran. Je comprends que la volonté de rajouter, notamment, entre autres, Saint-Denis, c'est pour aller de l'avant avec le rêve sur Saint-Denis, mais oui, ça va débloquer des sommes, mais pas seulement pour des sommes pour les études. Oui, ça va permettre pour des sommes pour des études, pour aller de l'avant avec des travaux. C'est ça l'essentiel. On peut actuellement aller chercher des fonds en vertu de notre compétence pour n'importe quel réseau, n'importe quelle rue à travers le réseau. Alors, on n'a pas besoin d'ajouter Saint-Denis pour faire des études sur l'impact sur Saint-Denis. Et comme Mme Giguère le sait très bien, sans doute, c'est que pour les usagers, pour encourager les usagers, les statistiques démontrent comme quoi, pour l'utiliser de façon régulière, pour de notre résidence vers un lieu de travail, 90% des personnes ne vont pas aller plus que 6 à 7 kilomètres. C'est pas mal, c'est beaucoup. On peut aller faire du chemin, que ce soit à l'est, l'ouest ou au nord, on le reconnaît. Mais dans la décision d'une administration municipale, on doit prendre en compte les besoins de tous les usagers. On doit prendre en compte les impacts à différents niveaux. Je comprends que vous pensez au niveau de transport actif, au niveau de saines habitudes de vie, au niveau évidemment de réduction de pollution. C'est sûr que ça va aller de l'avant. Mais on pense qu'il y aura un impact également sur d'autres usagers de la route et on n'est pas convaincu de la nécessité. Et d'ajouter à ce stade-ci, sans avoir l'information et détaillée et des données qui sont tout à fait convaincantes. Et je donne un exemple. On est en train de pouvoir ouvrir la vélorue Saint-André. Ce n'est pas de la même longueur, j'en conviens. On parle de Laurier à Saint-Joseph, c'est 2 km, juste un peu moins de 2 km. Ici, on parle de beaucoup plus. Mais ce n'est pas tellement loin. Est-ce qu'on peut se donner la chance de voir l'impact? On espère l'essor pour voir avant de prendre des décisions. Est-ce qu'on devrait considérer d'autres options sur Saint-Denis? Parce que, justement,
Est-ce qu'il y a une considération, je sais qu'il y a une annonce concernant Papineau pour une voie réservée, quel sera l'impact à cela pour une direction nord à cet égard? Donc pour nous, on n'est pas convaincu des réponses à cet égard. On va présenter, on va maintenir notre amendement et on comprend qu'il y aura des accords ou des décidences de la part de l'administration. On ne demande pas un vote nécessaire, on peut tout simplement reconnaître aux procès-verbaux. S'ils veulent indiquer leur décidence, ça sera le cas. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, on revient au débat sur le point. Exact. Merci, Monsieur le greffier. C'est ce que j'allais dire. La dissidence, c'est quand on veut s'abstenir d'un vote, mais qu'on sait qu'on ne fera pas fléchir la majorité. Oui, bel essai. J'ai lu mes règlements du Conseil. Alors, appuyé de ma collègue Émilie Tullier, je demandais un vote à main levée. Merci beaucoup. Alors, pas Monsieur le greffier. Simplement, les personnes qui sont en faveur de cet amendement, levez votre main. Bon, on garde le silence pendant le vote. On n'est pas supposé rentrer dans la salle pendant le vote. Non, exactement. Monsieur Sari, ouais. Bon, alors, chers collègues, vous rentrez tout de suite. Alors, on va fermer les portes et procéder au vote. On recommence. Alors, je vous demanderai de garder le silence pendant le vote, s'il vous plaît. On va fermer les portes, s'il vous plaît. Merci. Alors, toutes les personnes qui sont en faveur de l'amendement, levez votre main. Je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui s'opposent à cet amendement. Pour 20 contre 37, l'amendement est battu.